Bienvenue à cette rétrospective, mesdames, messieurs. Voici les grands titres qui ont marqué l'actualité de la semaine. Ils vont désormais présider à la destinée du rassemblement. Félix Tshisekedi a été désigné à la présidence de cette plateforme et Pierre Lumbi à celle du Conseil des sages. Bien que contestés, ces figures de l'UDPS et du G7 ont la charge de mener à bon port ce travail légué par Etienne Tshisekedi à Mulumba. Et puis, son combat, c'est la défense et la promotion du travail de la femme dans les médias. Durant 20 ans, l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, s'est donnée à cette épreuve. Pour célébrer ces 2 décennies, l'UCOFEM a mobilisé les femmes des médias à Kinshasa et dans les provinces pour une marche. Preuve de son dynamisme et son endurance. Et la semaine qui s'achève a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa. Un accident de circulation s'est produit dans la commune de Selembao où un camion de la boulangerie UPAC a ravagé tout sur son passage, objet comme personne, causant ainsi plusieurs morts et blessés graves. C'est depuis jeudi 2 mars 2017 à 22h à Kinshasa que le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement s'est doté d'une nouvelle direction politique. Félix Tshisekedi Tshilombo prend la présidence du rassemblement et Pierre Lumbi au Congo chapeautera désormais le Conseil des sages du rassemblement. Des désignations qui se sont faites en l'absence de nombreuses plateformes dont les leaders contestent fortement la procédure. Seules 9 plateformes du rassemblement ont assisté à cette réunion de désignation de ces 2 leaders du rassemblement. C'est Christophe Lutundula du G7 qui a annoncé et expliqué les résultats des consultations conduites par Kitenge Yesu ayant permis d'obtenir ce consensus sur le remplacement de Etienne Tshisekedi. Mais Joseph Olengankoy de FONUS, le Dr Kabamba du G14, Lisenga Bonganga du collectif des alliés à Etienne Tshisekedi contestent ces désignations. Joseph Olengankoy considère ces désignations comme un coup de pied dans l'eau et annonce des grandes décisions qui vont tomber. Pour le docteur Kabamba, tout a été boutiqué. Le G14 n'a pas apposé sa signature parce qu'il a compris qu'on montait une mascarade. Pour le G14, la désignation de Félix Tshisekedi à la présidence du rassemblement ne pose pas problème. Lisanga Bonganga du collectif des alliés à Etienne Tshisekedi, mais aussi candidat à la présidence du Conseil des sages du rassemblement, se dit non concerné par ces désignations. Pour lui, il fallait une procédure de démocratie pour succéder à Etienne Tshisekedi. Il demande au G7 de ne pas embrouiller le rassemblement. Une triste réalité vécue au sein du rassemblement qui se déchire déjà pour la restructuration de sa propre plateforme. Qu'adviendra-t-il lors de la désignation au poste dans le gouvernement? L'UDPS s'est-elle fait duper par le G7? Autant de questions. Difficile donc de croire que le rassemblement restera encore uni comme c'était le cas du vivant de Etienne Tshisekedi. Nomination du Premier ministre, la SANCO appelle à l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et demande à la majorité au rassemblement de faire preuve de bonne foi pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. C'est le message des évêques de la SANCO lancé lundi 27 février lors d'une conférence de presse à Kinshasa. C'est face à un blocage pour la mise en œuvre de l'accord que les prélats catholiques ont tenu à faire cette mise au point. Outre l'implication personnelle du chef de l'État sollicité par les évêques, la SANCO a aussi appelé la MP, l'opposition et la société civile à être sensibles aux cris de détresse du peuple congolais qui attend impatiemment l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre et à ne pas bloquer l'application de cet accord par des manœuvres dilatoires et par des intransigeances irréalistes. Face à la montée de tension ce dernier temps à son endroit, la SANCO a tenu aussi à préciser son rôle de la médiation. Il consiste à offrir aux acteurs politiques et sociaux un cadre propice aux concertations et à les exhorter à trouver un consensus en privilégiant les intérêts de la population et le bien supérieur de la République, a expliqué l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO. Pour Christophe Lutundula, vice-président du G7, les évêques n'ont pas tort, c'est une question de bonne foi et de volonté politique. Et sa plateforme se dit donc prête à rencontrer le président de la République pour dégager le même entendement des choses par les uns et les autres. Adolphe Loumanou, président de la délégation de la MP à la SANCO, se dit satisfait de voir que tout le monde rejoint le président de la République en empruntant la voie qu'il avait déjà tracée.
La dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi arrive à Kinshasa le 11 mars 2017 dans un communiqué signé conjointement par Marthe Kassalou Jibikila et Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, respectivement veuve et frère d'Etienne Tshisekedi. La famille biologique du leader Maximo a fait savoir que le corps du Sphinx de Limete arrive samedi 11 mars à Kinshasa. Elle a aussi accepté que le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social soit enterré au cimetière de la Gombe, conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville. Selon Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, Etienne Tshisekedi sera enterré au cimetière de la Gombe dans un premier temps, en attendant l'endroit qui sera désigné pour l'érection d'un mausolée en l'honneur de l'opposant historique. Monseigneur Gérard Mulumba a fait savoir que le peu de temps restant d'ici le 11 mars sera consacré aux travaux de finition de la construction du caveau sur l'espace spécial qui lui a été attribué au cimetière de la Gombe sur décision d'André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il sera également question d'harmoniser les vues pendant ce temps sur les détails du programme des obsèques. Il s'agira de l'arrivée du corps à l'aéroport international de Njili, son exposition sur le lieu mortuaire jusqu'à son inhumation. Selon nos dernières informations, les travaux au niveau du cimetière de la Gombe ont déjà débuté pour accueillir la dépouille mortelle de Tshisekedi. Et les autorités urbaines montrent qu'elles sont prêtes pour le 11 mars, la date choisie par la famille de Sphinx pour l'arrivée de sa dépouille. Par ailleurs, Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, après avoir apprécié le compromis trouvé, a demandé aux combattants de l'UDPS et aux Kinois de se mobiliser davantage pour accueillir la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi. Nous devons pérenniser la lutte de Etienne Tshisekedi en débaptisant la commune de Limete où il a vécu pendant très longtemps en la commune de Tshisekedi. Dans tous les pays du monde, ça se fait comme ça. En tout cas, ces propos ne viennent pas de BSC TV, ils sont de Moïse Monidela, président de CONAD, parti membre du Rassemblement sur Top Congo FM. Une aberration, considèrent certains observateurs. Etienne Tshisekedi n'a été qu'un habitant comme tous les autres à Limete. Il n'a construit ni une avenue ou même une rigole dans cette commune. Ils estiment que certains alliés du Rassemblement veulent pousser trop loin le bouchon. Et pendant que les travaux d'aménagement du lieu d'enterrement d'Etienne Tshisekedi se poursuivent au cimetière de la Gombe, hier mercredi, les échauffourées ont opposé les militants de l'UDPS aux forces de l'ordre aux alentours du siège de ce parti. Selon certaines sources, ces militants s'opposent à la décision de la famille du Sphinx de Limete de rapatrier ça depuis le 11 mars et exigent un autre lieu pour l'érection du mausolée du défunt que le cimetière de la Gombe. Pour eux, le tout devra se faire après la mise en place du gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre signé au centre interdiocésain. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a qualifié le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de 40 morts lors des événements du 19 et 20 décembre dernier de contre-vérité et d'approximatif. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi 2 mars à Kinshasa, Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement, après avoir présenté le dit rapport et montré le rôle des ONG, a fait savoir que ce rapport mensonger n'a pour objectif que de jeter le discrédit sur le gouvernement congolais et ses institutions. L'action des ONG ne peut dès lors s'envisager dans notre entendement qu'en termes de complémentarité par rapport aux structures institutionnelles établies dans un pays donné, et particulièrement en République démocratique du Congo. En effet, dans la division sociale du travail, la légitimité démocratique est réservée aux seuls gouvernants. Ceci dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo comprend que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, une agence intergouvernementale, puisse coopérer activement avec des ONG des droits de l'homme pour dresser ces rapports périodiques, dont celui sous examen, portant sur les événements du mois de décembre 2016. Mais le gouvernement ne peut s'empêcher d'y noter une série d'approximations délibérées et de contre-vérités qui transparaissent dans les parties du rapport reprises dans le communiqué publié à Genève et distribué ce 1er mars, qui copie in extenso des productions non avérées et politiquement motivées, nous sommes au courant,
pour ainsi dire, de certaines ONG. Le ministre Mende a aussi fait savoir que ce rapport a des conséquences incalculables sur l'économie du pays. Il fait fuir les investisseurs et réduit la confiance que la communauté internationale et la population congolaise ont vis-à-vis du gouvernement de la RDC. Le pessimisme de composition qu'induit cette pratique odieuse entraîne, entre autres conséquences, celle d'accroître artificiellement l'indice de pays à risque de la République démocratique du Congo, ce qui démobilise les investisseurs, ce qui décourage les touristes et nous maintient dans cet insoutenable paradoxe de pays potentiellement riches avec une population très pauvre, que beaucoup d'entre vous ne manquent jamais de souligner dans leurs analyses. Mesdames, Messieurs de la presse, au-delà du destin d'un gouvernement, au-delà du sort d'un régime politique, nous estimons que pour notre pays, c'est trop cher payer les petits intérêts corporatistes d'un carteron d'animateurs d'ONG. D'où notre regret de voir le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en RDC, préférer se recroqueviller sur une méthodologie axée essentiellement sur des récits adossés à des rumeurs répandues à dessein par de telles sources pour stigmatiser d'une manière devenue quasi rituelle ce qu'il qualifie de restriction des libertés de réunion et des libertés individuelles en République démocratique du Congo. Lambert Mende Omalanga a par ailleurs regretté que cette ONG intergouvernementale ait publié ce rapport sans consulter les autorités congolaises. Et pourtant, le gouvernement possède des statistiques viables pouvant collaborer à l'élaboration d'un tel rapport. Les adeptes de Némoanda Nsemi sont libres de sortir de la résidence de leur leader et de rentrer chez eux. C'est l'invitation lancée par le gouvernement à travers son porte-parole Lambert Mende Omalanga au cours d'un point de presse tenu jeudi 2 mars à Kinshasa. Le ministre Mende a aussi fait savoir que la résidence de Moana Nsemi doit être perquisitionnée et son propriétaire ne peut être poursuivi qu'après autorisation de l'Assemblée nationale où il est membre et bénéficiaire des immunités parlementaires. La résidence de M. Némoanda Nsemi et qui estime qu'ils n'ont plus à manger ou à boire, je peux leur dire, en utilisant vos médias qui sont libres de sortir, c'est une perquisition qui a été ordonnée. Des gens sont morts à Kimpese, des gens sont morts à Songololo. Qu'est-ce qui peut vous étonner que des gens étant morts dans des affrontements provoqués notamment par M. Némoanda Nsemi, que le parquet cherche à entreprendre des devoirs de perquisition dans sa résidence? Pourquoi il doit s'opposer à cela? Pourquoi il doit prendre le bouclier humain? Et pourquoi ces gens-là acceptent de servir de bouclier humain? Là est la question. Donc la décision qui a été prise, c'est que tous ceux qui sortiront seront libres de sortir jusqu'au jour où les officiers de police judiciaire chargés de perquisitionner vont perquisitionner. Force doit rester à la loi. Mais personne ne les empêche de sortir. Et je pense qu'il y a, une quinzaine qui sont déjà sortis. Ils sont dans leur maison. On ne les a pas arrêtés. Et même M. Némoanda Nsemi, il n'y a pas encore un mandat, puisque l'Assemblée nationale, dont il est membre, n'a pas encore autorisé les poursuites. Mais il n'empêche qu'on doit perquisitionner sa résidence. Je ne vois pas où est le problème. Comment pouvez-vous accepter que des choses se soient passées comme elles se sont passées à Kimpese et à Songololo sans que la justice ne puisse s'émouvoir et rechercher des preuves pour établir les responsabilités de ces Congolais? Mais ces Congolais qui sont morts, finalement, ce sont des Congolais comme vous et moi. Il faut que la justice s'occupe de faire dire le droit. Ils ont droit aussi à la justice. Leur sang crie vengeance. Et la justice doit absolument s'occuper de cela. Donc ils peuvent sortir, il ne leur sera rien fait, en dépit de tout ce qu'on leur fait croire. Ce qu'on veut, c'est perquisitionner cette résidence. Et après, l'Assemblée nationale prendra ses dispositions
avec le parquet pour savoir quelles mesures prendre contre le député Nemwanda Semi ou ne pas prendre contre lui. Ici est de rappeler que plus de 100 personnes adeptes de la secte Boudoudia Mayala, ex-Boudoudia Congo de Nemwanda Semi, se trouvaient dans sa résidence de Macampagne où l'eau et l'électricité ont été coupées depuis que les forces de l'ordre ont lancé l'assaut contre cette résidence. La situation politique de la République démocratique du Congo était au centre des discussions au cours de la réunion du comité interétatique sur la diplomatie et la politique de la SADC. Les 15 pays membres ont été présents à la réunion. Présidée par le Dr Augustine, 16 décisions ont été prises au cours de cette réunion, dont la première félicite le chef de l'État congolais pour avoir convoqué le dialogue. À cette même occasion, les participants ont encouragé les parties prenantes aux assises à s'investir pour la finalisation de cet accord du 31 décembre, notamment à la nomination du Premier ministre et du président du CNSA. En outre, la SADC a estimé lors de cette réunion que la mission onisienne a prouvé son inefficacité dans l'exercice de son mandat, malgré ses 20 ans d'existence, le nombre d'hommes engagés et les millions de dollars dépensés. Dans les débats qui aura lieu sur la reconduction du mandat de la MONUSCO, on a préconisé qu'il fallait faire un travail d'évaluation pour jauger l'efficacité de cette force. Et que dorénavant, on a constaté qu'il y a beaucoup de faiblesses parce que tout est fait à l'est du pays, de la part de la MONUSCO, comme si nous étions dans une guerre conventionnelle. Alors qu'ici, on a affaire à une guerre asymétrique. Par conséquent, on a proposé que ce mandat de la MONUSCO soit reconduit, mais il faut doter, et ça c'est aussi la proposition que nous avons faite ici, il faut doter la MONUSCO des moyens adéquats et qui soient adaptés à la guerre asymétrique. À l'issue de cette réunion, les participants ont clairement formulé une demande au gouvernement pour informer la SADC en temps réel sur l'assistance requise pour l'organisation des élections et la mise en œuvre de l'accord politique de la Saint-Sylvestre. À l'issue de cette réunion, les participants ont clairement formulé une demande au gouvernement pour informer la SADC en temps réel sur l'assistance requise pour l'organisation des élections et la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le Premier ministre Sami Badibanga au chevet de la SOCODA afin de redresser les comptes de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. Une audience à cet effet a été accordée mercredi 1er mars par le Premier ministre au ténor de la SOCODA dont son président Verkis Kiamangwana Mateta et l'administrateur Jossar Nyokalongo au nom de tous les artistes confondus. Selon l'artiste musicien Nyokalongo, le rôle de la SOCODA est de percevoir et de repartir les droits d'auteur auprès des assujettis. Il se fait malheureusement que ces assujettis ne payent pas ces sommes, raison pour laquelle les artistes ont cherché l'intervention du gouvernement pour qu'ils rentrent dans leurs droits et se prennent en charge en cas de problème, a déclaré le patron de la SOCODA, Verkis Kiamangwana, à l'issue de cette audience. Alors nous voulons que l'État puisse nous aider, qu'il puisse demander qu'on puisse payer les droits de ceux en droit. Non seulement les musiciens, même ceux qui font des tableaux là, mais surtout les théâtres, les plasticiens, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Hein? Quand les gens disent ici, Sonéka, SOCODA ne paye que $100 de ça, parce qu'on n'a pas d'argent, ces gens ne veulent pas nous payer. Mais nous sommes venus, nous avons sollicité, n'est-ce pas, l'audience au chef, parce qu'il puisse intervenir pour les ayants droit. Complétant son président, Jossar Nyokalongo est monté au créneau pour dénoncer l'attitude de certains acteurs qui dévastent le secteur, notamment la Fédération des entreprises qui demande aux assujettis de ne pas payer des droits à l'instar de Vodacom. C'est près de 35 millions de dollars américains que cette société de télécommunications doit à la SOCODA. Il faut ajouter à la liste de ses créanciers les chaînes de télévision, de radio ou encore RTL RDC qui doit quelques 28 millions de dollars à la SOCODA. Le Premier ministre s'est montré particulièrement attentif aux doléances que les artistes lui ont soumises sur la situation. L'Institut national de sécurité sociale INSS a organisé une session de formation sur la gestion de trésorerie à l'intention des agents et cadres de cette institution du 20 au 24 février 2017. Objectif, s'investir à la mise à niveau des agents et cadres de plusieurs centres de gestion du pays. Initiée par la directrice générale de l'INSS, cette formation est pour Agnès Mwand-Katand une opportunité pour renforcer les capacités de cadres et agents venus de plusieurs centres de gestion du pays et œuvrant dans divers domaines de la gestion des trésoreries.
La trésorerie étant à la base de l'activité, de la viabilité d'une entreprise, la directrice de l'INSS est persuadée que grâce aux connaissances acquises, les agents et cadres de l'INSS sont désormais mieux outillés pour contribuer de manière efficace et efficiente à l'amélioration et à l'optimisation de la trésorerie de cette institution dont elle est la responsable numéro 1. Et d'ajouter qu'il ne reste que la mise en pratique de connaissances acquises par les agents pour l'intérêt des assurés sociaux. Pour couronner le tout, le certificat ont été remis aux participants, une façon de certifier leurs compétences après cette formation. La cellule infrastructure a effectué ce mardi 28 février une tournée d'inspection de la chaussée Congo-Japon, ex-avenue de poids lourd. Cette tournée rentre dans le cadre de la remise technique de l'avenue ex-poids lourd après les travaux effectués par l'entreprise Adi Construction à la cellule d'infrastructure qui devra à son tour rendre compte au gouvernement congolais. En attendant, les travaux d'installation de lumière publique se poursuivent sur cette chaussée dans son tronçon allant de la gare centrale au pont Matete. Comptant de la finalisation de travaux de réhabilitation et de modernisation, mais aussi de la phase d'installation d'éclairage public routier, les habitants de ce coin et les conducteurs qui empruntent cette chaussée ont loué cette initiative qu'ils espèrent voir être matérialisée dans toute la capitale congolaise et voire dans tout le pays. Et ça bien pour action et salima au moins que mutu à partir de musique azomona mais action bana au salima au moins na butu aso salima pour mutamona il faut que minda kareya et beta wana po mutamona action salimi net ba saliboé et sali bien to féliciter misala ya chef de l'état qui est madame atemunda na sepeli pote njela ezala polele bato surtout batamba malam. Mais ça va bien quand même. Comme Lili pesa ma bé pour mutu mabe ko bomba wana ko ibate. Premièrement tout monde mamunda eza bien pour na soki munguna koti to komone mais lo kwa liboso to telemi par l'état suivi. L'état a aussi un membre soki voulez voir à salaire ba munda mais suivez zo salate même avec quoi on a suivi zate a fait de faire copier la prix dans 2 mois 1 mois. Tout monde mulili et ça malin mais suivi. Rappelons par ailleurs que ce travaux de réhabilitation et de modernisation de l'ex-avenue de poids lourd, qui désormais améliore le reflet de la capitale congolaise en général et de ce coin de la ville en particulier, est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement congolais et japonais. Un accident de circulation a causé la mort de plusieurs personnes de la commune de Selembao ce jeudi 2 mars 2017 dans la soirée. Une panne de frein d'un camion de la boulangerie UPAC transportant du pain en est la cause. Venu du côté de Sanatorium, le camion a vu ses freins lâchés sur la route en pente. Il a ravagé tous les véhicules stationnés sur son passage et a continué sa course jusqu'au niveau du magasin Sosimex où il a cogné 2 taxibus dans lesquels se trouvaient des passagers à destination de l'UPEN. Selon les témoins, 40 personnes ont trouvé la mort dans ce drame et plusieurs blessés sont enregistrés. Mais le bourgmestre de la commune de Selembao parle de beaucoup de blessés et 5 personnes tuées, dont une dame et 4 hommes. Un bilan qui pourrait toutefois s'alourdir. Les responsables de la société UPAC ont accepté d'assister les victimes, a indiqué à Top Congo FM le bourgmestre de Selembao. Les blessés sont pris en charge dans des centres de santé de la commune et les dépouilles des victimes ont été emmenés à la morgue du sanatorium. Cet accident de circulation vient soulever les épineux problèmes des marchés créés le long des grandes artères de Kinshasa, de manque d'arrêt de taxis et bus, mais aussi du contrôle des véhicules. Plusieurs décisions du gouvernement provincial ont été prises quant à ceux, mais sur terrain, rien n'est respecté pour sécuriser les uns comme les autres. Avec le VIH-Sida, la vie continue. Voilà l'intitulé de la campagne de sensibilisation contre la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH-Sida lancée par Médecins sans frontières. À l'occasion du 14e journée mondiale zéro discrimination ce 1er mars 2017,
Médecins sans frontières met sous le feu de projecteurs la stigmatisation qui affecte les personnes vivant avec le VIH en RDC. À travers 3 sketchs, des comédiens prêtent leur voix et s'engagent aux côtés des activistes dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils rappellent que le VIH n'est pas synonyme de la mort, mais un PVVH peut mener une vie normale. En 2016, 28% de patients sont décédés pendant leur hospitalisation au centre hospitalier Cabinda, des décès qui auraient pu être évités si les patients s'étaient présentés plus tôt dans les centres de santé ou les structures hospitalières. Trop souvent, la peur dirigée par les siens conduit les personnes séropositives à refuser le dépistage et les traitements existants. La stigmatisation, c'est cette mauvaise perception de la maladie qui fait que la société maltraite la personne qui vit avec le VIH. C'est la vie de tous les jours des patients. Le méfait de la stigmatisation sont très très grands du point de vue psychologique. La personne est vraiment diminuée, elle manque de confiance en elle-même, elle se dit je ne vaux plus rien, et mieux vaut mourir. Tous les jours, nous recevons des patients dans un état extrêmement grave. À cause de la stigmatisation, ils arrivent très tardivement dans nos services, sont très faibles et cumulent des maladies graves. Ainsi, malgré tous nos efforts, nous perdons un patient sur 4. La crainte de la discrimination et de l'isolement social sont des obstacles mortels pour ceux qui souffrent du VIH. La stigmatisation retarde l'accès aux soins médicaux nécessaires et aggrave l'état des patients. Si la personne accepte de vivre avec le VIH et qu'il accepte de prendre les traitements correctement en respectant les principes d'adhérence, le problème est résolu du point de vue physique. La personne peut se remettre debout et reprendre sa vie normalement. En février 2017, une recherche menée auprès des patients hospitalisés au centre hospitalier de Cabinda a confirmé que la stigmatisation, le manque d'information et le silence qui entoure le VIH-Sida sont des obstacles qui retardent ou empêchent l'accès à la prévention et aux soins. Aujourd'hui, activiste au sein du réseau national des organisations à assise communautaire de groupes de support de PVVIH, Chantal encourage les séropositives à suivre les traitements. Elle aussi a été rejetée par sa famille. Ils m'ont dépisté sans mon consentement. Parce qu'ils savaient que j'ai le VIH. À partir de cela, on m'avait isolé dans ma chambre seule avec mes enfants. Même des assiettes aussi, c'était personnel. À cette époque-là, je ne savais rien. Alors, j'ai entendu parler par mes parents, à téléphoner d'autres membres des familles. Il faut se préparer pour l'enterrement. Il faut déjà se préparer pour les cotisations. Quand j'ai tombé encore vraiment de plus en plus malade, j'étais hospitalisée. Quand j'étais hospitalisée, j'ai fait 3 mois dans l'hôpital de CHK. Dans les 3 mois-là, il y a des familles qui ont pris mes habits en disant qu'ils ne doivent plus retourner à la maison. Je n'avais plus rien à manger ou quoi. Alors je commençais même à demander à manger par des voisins, des locataires. Mes parents me critiquaient toujours. Regarde, le sida. En tout cas, j'avais perdu mon espoir. J'avais demandé même le bon Dieu puisse me retirer dans ce monde. Ma vie a changé quand j'ai commencé mes ARV au CHK. À cela, en tout cas, j'avais beaucoup d'espoir de vivre encore. Quand j'ai commencé les ARV et au groupe des support, comme on partageait aussi des expériences, j'ai pris encore ma vie en considération pour donner aussi, pour réconforter aussi les autres. La date du 1er mars est aussi l'occasion de rappeler l'importance du partage de son statut sérologique pour les PVVIH
auprès des membres de leur famille et communauté. Il s'y est de noter que Médecins sans frontières assure une prise en charge médicale et psychosociale gratuite et de qualité aux personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la ville de Kinshasa depuis 2002. Le centre hospitalier de Kabinda assure les activités de cette prise en charge. Il est le centre de référence pour la prise en charge ambulatoire et hospitalière des patients repérés par les structures de santé partenaires aux Médecins sans frontières. 20 ans durant, l'Union congolaise des femmes des médias lutte pour la défense et la promotion du travail de la femme dans les médias. Pour célébrer ces 2 décennies, l'UCOFEM a organisé à Kinshasa, comme dans d'autres villes, Lubumbashi, Kikwit et Bandunuville, une marche des femmes des médias. À Kinshasa, les femmes se sont regroupées à la place Hassanef, puis ont pris le chemin pour chuter au palais du peuple à la place du Cinquantenaire, en passant par les avenues Nyangwe et Willery. Une célébration à travers la marche afin de démontrer le dynamisme qui anime toujours l'UCOFEM. Le choix du 1er mars n'est pas aussi un hasard, a indiqué Anna Maïmouna, coordonnatrice nationale de l'UCOFEM. Et nous voulons rester dans cette dynamique-là, marcher pour dire que nous avons totalisé 20 ans, mais il y a encore du chemin à faire. Et on a choisi aussi le mois de mars pour marquer d'une manière particulière ces mois et nous engager davantage dans la promotion des droits des femmes dans les médias et par les médias. Étant président de l'Union nationale de la presse du Congo, autorité d'autorégulation de professionnels des médias en RDC, Kasonga Chilunde est venu apporter son soutien à l'UCOFEM et à toutes les femmes de médias. Le président de l'UNPC a aussi condamné avec la dernière énergie la cybercriminalité dont sont victimes les femmes des médias ce temps-ci. L'UCOFEM est l'une des associations de l'Union nationale de la presse du Congo la plus efficace, la plus active et la plus en mouvement. Depuis tout ce temps, on a vu qu'à tout coup, l'UCOFEM existe. Alors comme l'UCOFEM a prévu d'amorcer le démarrage des festivités de ces 20 ans d'existence par cette marche, nous avons pensé que nous devons lui faire honneur, nous devons être présents pour démarrer cette joie ensemble jusqu'au moment où nous allons avoir la soirée pour clôturer cette année du 20e anniversaire. C'est notre manière d'apporter notre appui, notre soutien à l'UCOFEM et à tout ce qu'elle est en train de faire au profit de la femme des médias. Vous avez suivi dernièrement, il y a des problèmes où les femmes journalistes ont été exposées sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas honneur à la femme et davantage ça ne fait pas honneur à la femme des médias. Et pour cette raison, quelle que soit l'identité de la personne qui a posté ces insanités, il est de votre devoir, de notre devoir, de nous montrer solidaires pour que nous puissions ensemble condamner avec la dernière énergie cette manière d'instrumentaliser la femme, de ridiculiser la femme, de la mettre sur la place publique en cet état-là, afin que les choses changent et que quand on amorce la 21e année de l'UCOFEM, que la femme retrouve son honneur, sa crédibilité et retrouve aussi sa confiance, parce que entre nous, soit dit en passant, la confiance est un peu émoussée avec les 2 cas que vous connaissez, que je ne saurais pas rappeler ici. Pour la mise en valeur de la femme des médias, ces journalistes, hommes comme femmes, ont véhiculé plusieurs messages à travers des papiers imprimés qu'ils ont accrochés sur leurs t-shirts. La marche pour célébrer le 20 ans de l'UCOFEM a été organisée avec le soutien d'Internews, USAID, ONU Femmes, Rescue Community et plusieurs partenaires financiers. La Congolaise Marie-Chantal Kaninda prend la direction exécutive du Conseil mondial du diamant. C'est aujourd'hui 1er mars, mois dédié à la femme, que la Congolaise a pris ses fonctions en qualité de directrice exécutive du Conseil mondial du diamant, a annoncé l'institution basée à New York aux États-Unis dans un communiqué rendu public en début de semaine. Une fierté pour la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. La Congolaise remplace à ce poste l'Américaine Patricia Serreud. Marie-Chantal Kaninda a une expérience de près de 20 ans dans les secteurs miniers, en particulier l'or et les diamants.
Économiste des formations et diplômée de l'Université de Liège en 1994, la Congolaise fait ses premiers pas dans ce secteur à son retour en RDC en 1998 en intégrant en tant qu'office manager l'Ashanti Goldfield, une multinationale spécialisée dans l'exploitation de l'or. En 2012, l'économiste congolaise devenue experte en mines rejoint Rio Tinto, une firme anglo-australienne, deuxième groupe minier mondial où elle est nommée conseillère en chef aux affaires externes en Afrique. Depuis 2012, elle est présidente de l'initiative anticorruption pour les secteurs privés en RDC. Elle siège également au conseil d'administration de la Diamond Development Initiatives et la ProCredit Bank Equity, la 7e banque en RDC. Mariée et mère de 2 enfants, Chantal Kaninda s'est investie dans le social, spécialement pour l'éducation des jeunes filles en milieu rural, via sa fondation Marie-Chantal Kaninda Mining, MCKM en sigle. Le rappel des grandes actualités de la semaine. Ils vont désormais présider à la destinée du rassemblement. Félix Tshisekedi a été désigné à la présidence de cette plateforme et Pierre Lumbi à celle du Conseil des sages. Bien que contestés, ces figures de l'UDPS et du G7 ont la charge de mener à bon port ce travail légué par Etienne Tshisekedi à Mulumba. Et puis, son combat, c'est la défense et la promotion du travail de la femme dans les médias. Durant 20 ans, l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM s'est donnée à cette épreuve. Pour célébrer ces 2 décennies, l'UCOFEM a mobilisé les femmes des médias à Kinshasa et dans les provinces pour une marche. Preuve de son dynamisme et son endurance. Et la semaine qui s'achève a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa. Un accident de circulation s'est produit dans la commune de Selembao où un camion de la boulangerie UPAC a ravagé tout sur son passage, objet comme personne, causant ainsi plusieurs morts et blessés graves. Merci de continuer à nous suivre. Bon week-end chez vous.